Émile Bramy, je crois qu'on ne le présente plus. Il est très très connu aux membres de la Société d'études céliniennes, dont il est d'ailleurs le trésorier. N'oubliez pas de régler vos cotisations. Bon. Donc, libraire, Émile tient à 2 rue Borda, dans le 3e arrondissement, une librairie à l'enseigne d'Un livre l'autre, qui, entre bien des trésors, présente de nombreux ouvrages de Céline et sur Céline. Et cette librairie est couplée également avec une galerie d'art. Il est aussi éditeur et écrivain, ayant publié au moins une quinzaine d'ouvrages à ce jour, je crois, dont plusieurs sur Céline, comme une biographie intitulée « Céline, je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple », un livre sur les rapports inattendus entre Céline et Tintin, intitulé « Céline, Hergé et l'affaire Haddock », et un roman inversant de façon humoristique le titre du plus célèbre pamphlet de Céline, et intitulé « Massacre pour une bagatelle ». Il fut également le concepteur d'un coffret de 2 DVD intitulé « Céline vivant », rassemblant les entretiens audiovisuels que l'on possède de Céline, ainsi que divers témoignages. Dans le cadre de ce colloque consacré au thème de l'enfance, il nous présente aujourd'hui une communication qui a pour titre « L'enfant comme enjeu politique dans les beaux draps ». Bonjour. Bon, je voudrais préciser que toutes les citations, sauf affirmation contraire, sont extraites justement des beaux draps. Donc, contrairement à Bagatelle pour un massacre et à l'école des cadavres, les 2 pamphlets précédents de Céline, qui sont, si on veut simplifier à l'extrême, les monstrueux mouvements d'un raciste délirant, Les beaux draps semble être le seul livre véritablement politique de Céline. Ce dernier en avait d'ailleurs conscience, puisque pendant l'été 1946, alors qu'il est emprisonné à Copenhague, comme il l'écrit l'article 75 au cul, dans l'attente d'une possible extradition et du procès vers la France, en France, qui à cette date-là l'enverrait à coup sûr devant un peloton d'exécution, il écrivait à sa femme, dans une lettre datée du 9 août 1946, « Les beaux draps, ma condamnation à mort ». Puisqu'il est question de politique, il convient donc de définir, même de façon rapide et sommaire, ce qu'est une démarche politique. Elle est constituée par, premièrement, le constat d'une situation qui concerne la cité. Deuxièmement, l'analyse des causes et des conséquences de cette situation. Troisièmement, des propositions de solutions capables de remédier à l'état de fait constaté ou de l'améliorer. Dans ce sens, écrit à chaud après la cuisante défaite de 1940, Les beaux draps se présentent bien comme un livre-programme. Le constat de départ est fiable, puisqu'il est établi par un témoin qui parle à la première personne du singulier et qui écrit « Moi, j'ai fait la retraite comme bien d'autres, j'ai pourchassé l'armée française de Beson jusqu'à La Rochelle, j'ai jamais pu la rattraper. » Donc c'est un observateur direct, Céline, qui essaye d'analyser les causes d'une défaite historique. Les raisons qu'il avance sont simples. Perte de l'esprit de sacrifice, dégénérescence des valeurs viriles d'une guerre à l'autre, militaires irresponsables se défaussant sur les civils, élites qui se déshonorent en manquant à leurs devoirs et en ne donnant plus l'exemple. Cette addition de faits ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe unique. Il écrit « La tripotée de 71, suivie de 40 ans de honte, fut un fait d'armes munificent à côté de la dernière voltige. » L'intérêt de cette déroute, c'est qu'elle permet à Céline de tirer un portrait accablant de la société française d'avant-guerre, qu'il nous présente comme égoïste, veule, sans morale, abandonnée par ses chefs, préoccupée de jouissances immédiates et d'argent, et, naturellement, corrompue par les Juifs. Et de rappeler implicitement qu'il avait dénoncé tout cela et prédit la défaite dans Bagatelle pour un massacre, puis, de façon plus précise encore, dans l'école des cadavres. Mais il ajoute « L'essentiel est fait. La foudre a frappé cette horreur. Toute débâcle est un coup de grâce. » Le dernier mot, grâce, est à lire dans les 2 sens. Il faut comprendre grâce à ce coup de grâce. L'effondrement de la citadelle, qui se voulait imprenable, devient alors une formidable opportunité. Puisqu'il ne reste plus que des décombres, il est désormais possible de reconstruire sur des principes nouveaux et des bases saines, en faisant l'économie de la première étape indispensable à toute révolution, la plus longue et la plus difficile à mener à son terme, le sapement des fondements et la destruction, par un petit nombre d'individus déterminés, des structures de la société en place. Certes, Céline nous le dit, la situation est grave. Mais comme dans les communiqués militaires, elle n'est pas désespérée. En effet, je cite,
Les nations ne vont pas mourir parce que leurs hommes d'État sont nuls, leur gouvernement trop cupide, trop ivrogne ou trop pédéraste. Tout ceci est sans importance. Faisant les questions et les réponses, Céline commence à détailler son programme. Et les désastres militaires, les occupations par l'ennemi. Qu'en dites-vous, belle intrépide? Aucune importance. Une nation prolifique, ardente, se relève admirablement des plus grands torchons militaires, des plus cruelles occupations, mais seulement à une condition très essentielle, mystique, celle d'être demeurée fidèle à travers victoire et revers au même groupe, à la même ethnie, au même sang, aux mêmes souches raciales, celle qui la firent triompher, souveraine, au temps d'épreuves et de conquêtes, de s'être malgré tout préservée des fornications de basse race, de la pollution juive surtout, berbère, afro-levantine, des pourrisseurs nés de l'Europe. Comme l'appartenance à une ethnie transcende sans difficulté les aléas de l'histoire, la première condition au renouveau du peuple, selon Céline, à la régénération, est celle d'un racisme total dont découlera tout le reste. C'est vraiment le préalable à tout ce qui suit. Toutefois, la révolution que Céline appelle de ses vœux, d'autres prétendent l'avoir déjà mise en route. Le gouvernement de Vichy, arrivé au pouvoir avec la défaite, a entrepris ce qu'il appelle sa révolution nationale. Céline se débarque de cette révolution nationale dès la première ligne des beaux draps. Il écrit « Ça y est, il paraît que tout change, qu'on est maintenant dans les façons, la rédemption, les bonnes manières, la vraie vertu. » Et il conclut ironiquement cette séquence d'introduction par « À présent, c'est une autre époque, il y a des bons usages, des sincères, de la vraie vertu, des tickets, la tricherie est presque impossible, on rédempte et on se sent du code, je me sens renouveau rien qu'à me relire, j'ai 10 ans. » Dirigé par Pétain, un vieillard qu'il surnomme maréchal pré-Tartarin, mené par des notables de province incarnant toutes les valeurs conservatrices que Céline déteste, s'appuyant sur l'Église catholique qu'il vomit, ayant pour doctrine les idées vieillottes et réactionnaires d'un Maurras, puéril dans ses formes, j'ai 10 ans, elle n'a aucune chance d'aboutir, en tout cas pas au préalable que le docteur Détouche juge indispensable, une France aryenne, racialement pure. D'ailleurs, s'il fallait, en février 1941, date de la publication des Beaux Draps, une preuve de l'échec de l'État français, la voici sous la forme d'une longue péroraison. Plus de juifs que jamais dans les rues, plus de juifs que jamais dans la presse, plus de juifs que jamais au barreau, plus de juifs que jamais en médecine, plus de juifs que jamais au théâtre, à l'opéra, aux Français, dans l'industrie, dans les banques. Paris, la France, plus que jamais livré aux maçons et aux juifs, plus insolent que jamais. On notera désormais que le juif n'est plus seulement la cause majeure de la décomposition de la société française, il est aussi devenu le curseur permettant de mesurer la faillite de la Révolution nationale. Non seulement la condition première à la Révolution, l'éradication des Juifs de la société française, n'a pas été remplie, mais le laxisme supposé de Vichy conduit à l'effet inverse, plus de Juifs que jamais. Existe donc l'État français, théâtre d'ombre manipulé par le juif et le franc-maçon. Tout reste à faire. Céline propose, pour point de départ, d'institutionnaliser un racisme absolu. Mais ce n'est là qu'une première étape, car, je cite, « bouffer du juif, ça ne suffit pas. Comme le peuple n'a pas d'idéal, il n'a que des besoins, il s'agit d'instaurer ce qu'il appelle une révolution moyenneuse, un communisme à la française qu'il nomme le communisme labiche. » Voilà ce qu'il en dit. « Voyons mesquins, voyons médiocres, nous serons sûrs de ne pas nous tromper. » Cette affirmation nous renvoie au « elle jugeait bas, elle jugeait juste » qui décrivait Caroline, la grand-mère adorée de Mort à crédit. Les bases de cette révolution moyenneuse sont simples. Les voici, donc dictature, excusez-moi. Dictature, parti unique, nationalisation des moyens de production, emploi garanti pour chaque homme, les femmes bien entendu restant à la maison, fourchette des salaires comprises entre 100 et 300 francs par jour au maximum, semaine de 35 heures, pavillon de Meulière inaliénable avec 500 mètres carrés de terrain pour chaque famille, autorité du père, encouragement de la natalité. Si on revient sur ces conditions, même présentées de manière bouffonne qui est celle propre à l'auteur, et quoi qu'il en prétende, ces mesures ne sont pas très originales.
Elle démarque les lignes directrices de toutes les dictatures totalitaires, et plus particulièrement celle du national-socialisme allemand. On ne s'en étonnera pas, on pouvait lire en 1938 dans l'École des cadavres « Hitler est un bon éleveur de peuple ». Il n'est pas difficile d'ailleurs de deviner quel papa dictateur Céline envisageait pour la France, si on en juge par la longue lettre qu'il adresse en mars 1942 à Jacques Doriot. C'est bien le chef du PPF, le parti le plus proche des idées hitlériennes, qui avait sa préférence. Dans une dictature, élever un peuple, pour reprendre la formule de Céline, s'apparente plus au dressage qu'à l'éducation. C'est pourquoi, après la mise au pas de gré ou de force des adultes, qui est toujours la première chose qui se fait, après qu'on ait brûlé des livres et enfermé quelques artistes, il faut embrigader et conditionner les enfants, qui sont, de Mussolini et ses Balila jusqu'à Mao et ses gardes rouges, un élément clé de la propagande du régime qui les montre bien nourris, bien soignés, bien éduqués tant à la maison que dans leur famille, totalement pris en charge par le parti pendant leur temps libre. La comparaison permanente se fait toujours au détriment des gouvernements démocratiques, naturellement. Mais cet aspect de vitrine, ce côté propagande, aussi important soit-il, reste secondaire. L'enjeu essentiel est de s'approprier l'enfant pour assurer la pérennité du régime. En effet, dès son plus jeune âge, habillé d'un uniforme, grandi dans la culture du chef et une pensée unique, devenu adulte, il reproduira et surtout transmettra à son tour un ordre et des principes qui lui sont devenus consubstantiels, sans jamais s'interroger sur leurs valeurs ni les remettre en cause. C'est seulement lorsque l'enfant est entièrement instrumentalisé qu'il ne se distingue plus des autres, qu'il n'est plus un individu pensant par lui-même, mais un rouage minuscule dans une machine gigantesque qui l'englobe totalement, que l'on peut alors instaurer ce qu'on appellera des Reichs de Milan. Le rôle de l'école se résumant alors à fabriquer des robots interchangeables. Or, nous savons l'importance que Céline accorde à la prime enfance, qui est pour lui l'image d'une innocence trop vite perdue. Voici ce qu'il écrit, toujours dans les beaux draps. « À partir de 10-12 ans, finit la magie du primesaut. Muet, louche, sournois, buté, cancer. Petit drôle plus approchable, assommant, pervers, grimacier, fille et garçon, ragoteux, stupide, crispé, comme papa et maman. » On constatera très vite que tout ce qui touche à l'enfant dans les beaux draps, et contrairement à la violence et à la noirceur des pamphlets, le ton, lorsqu'il s'agit de parler des enfants, devient tendre et respectueux. Par exemple, mis à part un affectueux « les petinières », Céline abandonne totalement l'enfant pour n'employer, tout au long du texte, encore une fois lorsqu'il s'agit de l'enfant et de l'école, que le mot « enfant ». Il abandonne totalement l'argot. Le pessimisme ricanant, qui est un petit peu sa marque de fabrique, laisse place alors à un espoir ténu, mais tout à fait réel, qu'il exprime de la sorte. « Faut recommencer tout de l'enfance, par l'enfance, pour les enfants. » L'enfant étant d'abord conditionné par son environnement et le milieu dans lequel il vient au monde, pour Céline, et au risque de se répéter, l'obligation première, absolue, est de naître arien, racialement pur, car pour lui, partager le même sang, la même sensibilité, les mêmes rêves et les mêmes légendes, c'est appartenir de fait à une même famille. Voici ce qu'il en dit. Les familles réunies, en somme, toutes les familles en une seule, avec égalité des ressources, de droits, de fraternité. Les barrières sociales, qui sont les sources d'inégalités insupportables, qui sont porteuses de conflits, s'effacent alors comme par magie. Voilà comment il nous parle de la famille. Une famille donc respectable, où il n'y aura plus du tout de bâtards, de cendrillons, de poils de carottes, de bagnes d'enfants, d'assistance, où la soupe serait la même pour tous, où il n'y aurait pas d'enfants de riches, des tout dodus et des petits maigres, des qui s'amusent et d'autres qui la pilent. Donc, le racisme est très important puisque c'est ainsi que se résout la lutte des classes. À partir du moment où on instaure un racisme tel que l'imagine Céline, les classes sociales disparaissent de fait. Donc se pose ensuite le problème de l'éducation, car, nous dit-il, l'enfance, notre seul salut. Et là, nous avons droit, dans les beaux draps, à une charge qui est encore plus féroce que celle contre la société dans son ensemble. Céline dresse de l'école, qu'il appelle la grande mutilante de la jeunesse, un bilan sans appel.
Alors voici quelques citations. « Elle est un lieu de torture pour la parfaite innocence, un désastre de féerie, un culbute des étoiles en nos décombres et nos fanges, un endroit où on n'apprend rien que des sottises résonnantes, anémiantes, médiocrisantes, qui n'élèvent personne au nu, elle mutile, elle châtre, une faillite. Ah, c'est vraiment le plus grand crime d'enfermer des enfants comme ça pendant les 5 ou 10 années pour ne leur apprendre que des choses viles, des règles pour mieux s'ahurir, se trivialiser à toute force, s'utiliser l'enthousiasme aux choses qui s'achètent, qui se vendent, qui se combinent. » Et il termine par l'apostrophe célèbre « Ô pion, fabricant de déserts ». La conclusion de cette analyse est simple. Voilà ce qu'il en dit. « Vous voulez retrouver l'entrain, la force créatrice, alors première condition, rénover l'école, recréer l'école, pas qu'un petit peu, sans dessus-dessous. » Et il fait les questions et les réponses. L'enseignement de rénovation, quelle ampleur lui donnez-vous? Toute, par la danse, les sports, les beaux-arts, les choses utiles seulement secondes, la moitié du temps, dirons-nous, il suffit bien, 10 années, les meilleures, les plus ardentes, dévolues à l'admiration, au culte des grands caractères, au culte de la perfection qui doit embraser l'âme humaine. Il faut réapprendre à créer, à deviner humblement, passionnément, aux sources du corps, aux accords plastiques, aux arts éléments, les secrets de la danse et musique, la catalyse de toute grâce, de toute joie, et la tendresse aux animaux, aux tout-petits, aux insectes, à tout ce qui trébuche, vacille, s'affaire, échoue, dégringole, trimballe, rebondit, recommence de touffe en brin d'herbe et de brin d'herbe en azur, tout autour de notre aventure, si précaire, si mal disposée. Donc le but de cette transformation radicale sera, avant même l'acquisition des connaissances, d'encourager et d'accompagner le développement artistique des enfants. Bien sûr, nous dit-il, il faut des certitudes, du pondérable, des poids, des mesures, des sciences exactes. Mais tout de même, il faudrait que ça passe en second, que ça ne desservelle pas l'enfance, que ça ne lui mange pas tout son rêve. Un petit rigaudon du rêve, la musique timide du bonheur, notre menu refrain d'enfance. Car, ajoute-t-il, sans création continuelle, artistique et de tous, aucune société possible, durable, surtout au jour d'aujourd'hui, où tout n'est que mécanique autour de nous, agressif, abominable. Il s'agit donc, pour Céline, je cite, de trouver le salut par les beaux-arts. Au lieu d'apprendre les participes et tant que ça de géométrie et de physique pas amusantes, il n'y a qu'à bouleverser les notions. Donner la prime à la musique, au chant en chœur, à la peinture, à la composition surtout, aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers. C'est de tout ça dont nous avons besoin, autant, bien autant que de pain bis, que de beurre en branche ou de pneumatique. Et comment apprend-on tout ça? En allant longtemps à l'école, au moins jusqu'à 15-16 ans. Là, je voudrais préciser qu'au moment où Céline écrit les Beaux Draps, l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans, et elle était jusqu'en 1938, elle n'était obligatoire que jusqu'à 13. Donc, en allant longtemps à l'école, au moins jusqu'à 15-16 ans, qu'on en sorte tout imprégné de musique et de jolis rythmes, d'exemples exaltants, tout ensorcelé de grandeur, tout en ferveur pour le gratuit. Donc, l'école telle que l'imagine Céline n'est pas une école où l'on acquiert des connaissances, mais où on travaille à développer, pour chacun d'entre nous, des éléments qui sont des éléments de l'ordre du gratuit. Pour Céline, chaque enfant est un artiste en puissance, chez qui il suffit d'éveiller des potentialités. Car, dit-il, faut-il croire que c'est compliqué, singulier, surnaturel d'être artiste? Tout le contraire. Le compliqué, le forcé, le singulier, c'est de ne l'être point. C'est pourquoi il faudrait que tous les maîtres fussent avant tout des artistes, non des artistes cuistres à formule, abrutisseurs d'un genre nouveau, mais gens au cours du merveilleux, de l'art d'échauffer la vie, non de la refroidir, de choyer les enthousiasmes, non les raplatir. L'école doit devenir magique ou disparaître, bagne figé. L'enfance est magique. Alors, en 1964, donc bien longtemps après Céline et 2 ans avant sa mort, le pédagogue Célestin Freinet résuma en ce qu'il appelait les 40 invariants, l'œuvre de toute une vie qui a été consacrée à imaginer et à mettre en place la pédagogie la plus épanouissante possible.
Il affirme dans l'invariant numéro 27 « On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'école. Un régime autoritaire à l'école ne saurait être formateur de citoyens démocrates. » Cette école que Céline appelle de ses voeux, qui est celle de l'éveil de l'enfant, qui a pour rôle de développer sa personnalité, ses dons artistiques et sa capacité à mieux choisir ce qui lui convient le mieux, en un mot, qui lui apprend à user de sa liberté en tant qu'individu, et l'école de la démocratie. C'est pourquoi, si dans les beaux draps l'enfant est un enjeu, il n'est certainement pas celui du communisme labiche et de son dictateur paternaliste. Devenu adulte, éduqué comme le voudrait Céline, comment pourrait-il accepter la triste société moyenâgeuse, verrouillée, terne, médiocre, où tout est déjà mis en place et où l'avenir de chacun est tracé à l'avance? Comment pourrait-il marcher au pas et se fondre dans le moule qu'on lui propose? Les beaux draps démontrent, si besoin était, que Céline manquait absolument de la rigueur, du pragmatisme froid et parfois cynique qui permet de conduire à son terme une action politique. Oubliant que l'école contribue à développer les valeurs de la société dans laquelle elle s'exerce, tout comme elle en est le reflet, c'est donc naïvement, en poète si j'ose dire, dans la contradiction la plus totale, mais avec le plus grand sérieux, que Céline fabrique une impossible chimère. Il raboute une école libertaire à une société totalitaire, alors que le fossé semble infranchissable entre l'une et l'autre. Comme toujours chez lui, l'émotion, ici celle qui ressent face à l'enfance, l'emporte sur la raison. On veut croire, ou du moins espérer, que s'il avait pu choisir entre les petits artistes qu'il voudrait voir éclore et les adultes si limités du monde dictatorial qu'il souhaite mettre en place, on espère donc que Céline aurait opté pour les premiers contre les seconds. Voilà, je vous remercie.